Merci à tous de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Elle était prête à intervenir au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel et remettre dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum qui venait d'être renversé par un coup d'État au Niger. Et avec à leur tête le général de brigade Abdourahmane Tchiani, les militaires qui venaient de prendre le pouvoir à Niamey le 26 juillet 2023 mettent en place le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, composé de 16 membres. Puis un mois après, en 10 août, un gouvernement est constitué quelques heures avant la tenue d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja. Il est composé de 21 ministres, dont 6 militaires. Au sortir de ce sommet, les sanctions prises contre le Niger se renforcent et la menace d'une intervention militaire se précise. Plusieurs mois de tensions s'écoulent et une médiation se met en place et menée par quelques pays membres de la CEDEAO, dont le Togo. Finalement, à peine cette médiation se met à l'œuvre qu'au bout de 2 rencontres entre les protagonistes échouent, que le Niger et ses alliés, le Burkina Faso et le Mali, décident ce dimanche 28 janvier 2024 de raccrocher et de se retirer de l'organisation sous-régionale. Il est notre consultant du jour sur la crise nigérienne, Innocent Pato. Bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste et analyste politique. Parfait, Charlotte. Bonjour chers téléspectateurs. D'une menace de guerre à une offre de solution négociée, au final, il n'y aura pas eu de terrain d'entente. Oui, dire qu'il n'y aurait pas eu de terrain d'entente, oui, on est tenté de le croire, mais je crois qu'il y a un mouvement, parce que nous étions partis d'un contexte de départ d'une intervention militaire et maintenant nous sommes à l'étape d'une solution négociée. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu des mouvements, il y a eu des tractations et de part et d'autre, chacun a essayé ou tente de mettre de l'eau dans son vin. Mais s'il faut remonter un peu pour comprendre clairement les choses, vous l'avez bien élaboré dans votre introduction, c'est quoi le départ? Le départ, c'est qu'il y a de cela 6 mois au Niger, intervenait un coup d'État militaire. Et juste au lendemain de ce coup d'État militaire, la CEDEAO a cru bon de mettre le marteau sur l'enclume pour dire attention, c'est trop, parce que ça devenait trop répétitif dans la sous-région. Il y avait le Mali, il y avait le Burkina et puis patatras le Niger. Et donc la CEDEAO a cru bon qu'il fallait cette fois-ci passer à l'étape supérieure avec une intervention militaire. Mais je crois que l'option d'une intervention militaire n'était pas la voie la plus indiquée pour une institution comme la CEDEAO. Et du coup, on se retrouvait dans un nid. Et dans ce nid, il y avait d'une part les faucons et de l'autre des colons. Les faucons, vous les connaissez. Il y avait le Nigeria, il y avait le Bénin à côté. Et en tête de liste des colombes, il y avait le Togo qui trouvait que c'était pas du tout indiqué une intervention militaire. Au finish, on a compris que les colombes avaient raison et que vraiment c'est la voie des colombes qu'on tente de suivre cette fois-ci. Mais avant cela, avant qu'on arrive à la voie définitive des colombes, il y a eu encore des épiphénomènes. Les épiphénomènes, c'est quoi? Il y a eu une réunion de la CEDEAO tout récemment, en décembre, le 10 décembre, si ma mémoire est bonne. Et au cours de cette réunion de la CEDEAO, on a posé quelques conditions, quelques exigences au Niger. Et parmi ces exigences, il y avait la libération du président Bazoum et ses co-détenus. Et dans la foulée, le Niger a fait une amende honorable, je peux l'appeler ainsi, en libérant le fils de Bazoum. Ça veut dire que le Niger a posé un pas. Maintenant, quel était le pas retour de la CEDEAO? On ne l'a pas encore vu venir, mais nous étions dans le schéma d'une autre rencontre au niveau de Niamey, laquelle rencontre devait avoir lieu la semaine dernière, et patatras, comme un coup de théâtre, il se retrouve que seul le représentant du Togo, le ministre des Affaires étrangères du Togo, M. Doucet, était le seul à se retrouver à Niamey. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Les interventions, les explications vont de part et d'autre. Et dans la foulée, dans le cheminement de ce report ou de cette annulation, ou de cet avortement, je peux l'appeler ainsi, le Niger a dit, écoutez, trop c'est trop. On passe aussi, nous aussi, à une étape supérieure. Justement, 2 informations capitales. La menace de la CEDEAO, elle planait toujours. Des tractations, entre-temps, étaient en cours pour trouver une issue à la crise. Est-ce que, justement, Niamey était aussi dans l'espoir qu'un accord soit trouvé avec la CEDEAO? Non, naturellement, parce que l'option d'une intervention militaire, quand bien même elle planait, c'était une mission impossible, voire une mission complexe. Comment est-ce qu'une institution comme la CEDEAO, dont le principe premier est la paix dans la sous-région, va faire une intervention militaire pour remettre un président déchu dans son fauteuil présidentiel? Donc, c'était un peu utopique.
ou complexes à réaliser. Maintenant, quand on voit un peu le comportement, les cheminements des choses, on se dit, mais attention, est-ce que nos chefs d'État sont en train réellement de travailler pour nous? Parce que dans la foulée, vous avez vu ce qui s'est passé en France au lendemain du coup d'État au Niger. Il y a eu un conseil de sécurité qui a été réuni par le président Macron. Et à la suite de ce conseil de sécurité, il a demandé à ce que tous les moyens soient mis en œuvre afin que Bazoum soit remis en selle. Alors, veut dire quoi? Veut dire que ou la France le fait, ou la France trouve sous couvert pour faire le job. Et l'attitude de certains chefs d'État africains nous ont fait comprendre qu'on dirait qu'ils sont des sous-préfets du président Macron. Vous le disiez tantôt, le fils du président Bazoum qui avait été arrêté ou sinon qui était en prison avec le président, son père, a été libéré suite à une médiation avec le Togo. Cela dit, il y a eu un début de dénouement de la situation, mais jusqu'alors, où est-ce qu'il y avait encore blocus dans les discussions? Oui, dans les discussions, en fait, la CEDEAO avait pour exigence la libération du président Bazoum. Maintenant, qu'est-ce qui bloque pour la libération de Bazoum? C'est une autre question qu'il va falloir se poser parce que tant que Bazoum n'a pas signé sa démission, je vois, moi, les autorités en place au Niger le libérer. Alors, ça veut dire que quelque part, Bazoum est otage de lui-même. Parce que s'il veut aider son pays, s'il veut aider la junte militaire, s'il veut aider la CEDEAO et s'aider lui-même, il était très indiqué qu'il signe la démission parce que, on l'a dit à plusieurs reprises dans vos précédentes émissions, il n'est pas le premier à connaître un tel mauvais sort. On ne l'a pas souhaité. C'est arrivé. Bon, il faut se dire que, écoutez, c'est comme ça la vie. Et aujourd'hui, je ne suis plus président. Mais ça ne veut pas dire que je deviens inutile pour mon pays. J'ai eu à assumer de hautes responsabilités. Dans le principe d'avoir assumé ces responsabilités, j'ai un minimum d'expérience et je peux encore servir mon pays quand bien même je ne suis pas dans le fauteuil présidentiel. Alors pourquoi est-ce que le président Bazoum ne veut pas signer sa démission? Est-ce à dire que la France, en temps, lui aurait demandé, écoute, ne le fais pas, nous sommes prêts à te sauver. Et les faucons de la CEDEAO lui auraient soufflé ça à l'oreille pour dire, écoute, ne signe pas, d'une manière ou d'une autre, nous allons te sortir d'affaires. Alors c'est beaucoup d'interrogations. Sinon, je vois mal les militaires garder Bazoum, même s'ils ont des greffes contre Bazoum, des histoires de procès et autres à le faire par la suite, on peut le libérer, quitte à revenir dès que le procès s'ouvre ou bien dès que les enquêtes commencent. D'après vos analyses, ils ne sont pas tôt. Est-ce que vous direz pour autant que la libération du président Bazoum serait une condition pour obtenir la levée des sanctions imposées au Niger par la CEDEAO? Je ne suis pas à la CEDEAO, mais je crois savoir que c'est l'une des conditions clés que pose la CEDEAO pour la levée des sanctions. Mais au même moment, je pose la question suivante. Entre Bazoum et le peuple nigérien, entre un seul individu et des millions de personnes, qu'est-ce qu'il faut choisir? Un individu, mais un ancien président. Un ancien président ne veut pas dire des millions de personnes. Il a fait un concours pour devenir président, madame. Parmi les points de désaccord, on note également la durée de la transition. La CEDEAO avait parlé de 9 mois. C'était la proposition sur la table, pendant que le CNSP évoquait 3 ans de transition. Mais officiellement, aucune décision n'a été prise. Oui, les autorités en place au Niger devaient se réunir dans le cadre d'un dialogue national. Et l'idéal serait qu'au cours de ce dialogue national, le peuple nigérien décide de la période indiquée pour la transition. Parce qu'au même moment, nous parlons de la transition parce que nous autres, nous voulons que ça aille vite. Mais les raisons qui ont poussé les militaires à intervenir dans la gestion de ce pays, est-ce que ces problèmes, ces difficultés peuvent être résolus en un laps de temps? C'est une autre équation. Parce que le principal problème, l'un des principaux problèmes, c'est quoi? C'est la question du terrorisme. Est-ce qu'en 6 mois, en 9 mois, on peut régler le problème de terrorisme? C'est des questions qu'on peut se poser. Si oui, ok, les militaires probablement diront, ok, en 6 mois, le travail est fini, nous laissons le pouvoir aux civils, nous laissons le pouvoir aux politiciens, et nous allons rejoindre les casernes. Donc je crois que c'est une question qui revient carrément au peuple nigérien. La CEDEAO est dans son schéma d'une institution qui veut que les choses aillent dans une certaine norme, mais il y a aussi la réalité du terrain. Il faudrait que la CEDEAO n'oublie pas qu'il y a une urgence dans ces milieux qui font que, qui fait d'ailleurs que, du moins que le délai qu'on donne, est-ce que réellement on peut régler les problèmes urgents dans ce laps de temps?
Donc les problèmes urgents, parmi ces problèmes urgents, la question sécuritaire. Le principal problème, c'est la question du terrorisme qui menace toute la sous-région. Et aujourd'hui, le Niger n'est pas épargné. Vous suivez l'actualité. Vous voyez ce qui se passe au Nigeria tous les jours. Et donc, je crois que c'est un problème que la CEDEAO devait prendre à bras le corps et voir comment rapidement le juguler au niveau de l'institution. Mais malheureusement, comme les autorités à Niamey ont eu à le souligner hier, ce problème, on dirait que la CEDEAO n'en fait pas trop cas. Vous voyez ? Une première réunion entre la CEDEAO et les autorités nigériennes prévue le 10 janvier à Niamey avait été reportée en raison d'un dialogue qui devrait se tenir. Mais est-ce que justement ce dialogue finira par se tenir puisqu'on n'a plus eu de suite ? Non, si on n'a pas eu de suite, ça veut dire que le dialogue n'a pas encore eu lieu et qu'il est probablement en cours de préparation. Parce qu'un dialogue pour une concertation nationale, c'est toutes les forces vives de la nation. Donc probablement que les autorités actuellement en place à Niamey sont à pied d'œuvre pour voir dans quelle mesure réussir ce dialogue. Qui soit réellement un dialogue inclusif, qui prenne en considération toutes les aspirations du peuple nigérien. Le 25 janvier, le deuxième rendez-vous pris également a échoué. Mais cette fois-là, qu'est-ce qui aura peut-être exacerbé l'une des deux parties ? Oui, la seconde réunion, tout était prêt. Et les médias en ont fait chou gras, qui a réunion de la CEDEAO à Niamey. Les médiateurs de la CEDEAO devaient rencontrer les autorités nigériennes à Niamey. Mais malheureusement, contre toute attente, il se fait que c'est seul le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, qui était à Niamey. Donc vous comprenez que si les autorités nigériennes avaient mis tout le dispositif nécessaire pour accueillir les émissaires de la CEDEAO et qu'à la toute dernière minute, rien ne leur soit communiqué, attente vaine, ainsi de suite, vous voyez que ça manque un peu d'égards. Et ça frise un peu la pagaille. Parce qu'on se dit, une institution comme la CEDEAO, s'il y a un petit souci, elle est en droit de communiquer à l'autre partie pour dire, écoutez, nous avons telle difficulté, nous avons ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, tel que les choses se sont déroulées, j'avoue qu'il y a eu un peu de manque de considération et vous avez dû le remarquer par rapport, sinon, dans les propos du Premier ministre nigérien lors de sa conférence de presse. Comme pour dire, écoutez, trop c'est trop. Le durcissement des sanctions économiques serait un point de blocage des négociations. Le Niger a-t-il du mal à s'en sortir économiquement? Non, je dirais pas. Ça doit pas être facile, mais le Niger est en train, bizarrement ou heureusement, de gérer bien la chose. Parce que la CEDEAO, en corsant l'addition, en mettant haut la barre, pensait qu'en l'espace d'un mois, 2 mois, tout serait cuit pour la junte au pouvoir. Mais malheureusement, pour la CEDEAO, heureusement pour le Niger, nous sommes à 6 mois. Et je crois que, quoi qu'on dise, les gens s'adaptent. Ils sont en train de gérer la situation. Un peu comme pour dire, écoutez, nous avions tout. Nous étions avec les Français, les Américains, la CEDEAO était là. Mais malgré tout cela, on nous classe comme le pays pauvre. Alors qu'est-ce qu'il nous faut encore ? Donc c'est comme pour dire, nous sommes déjà morts. Le reste advienne que pourra. Et heureusement, le peuple nigérien, qui n'est pas aussi pauvre qu'on le pense, il y a des difficultés certes, mais ce peuple n'est pas aussi pauvre par rapport, comme les indicateurs des Occidentaux et autres le font croire. Parce que il faudrait aussi revoir un peu un certain nombre de choses dans ce domaine. Quand ils nous disent nous sommes pauvres par rapport à quoi? Chaque pays a sa façon de voir la chose. Et c'est comme ça. Un bol d'acassa rend un paysan au village très heureux, alors qu'un citadin en ville, il lui faut un espresso. Vous voyez que c'est des choses à relativiser. Aux dernières nouvelles, le Niger a décidé de sortir de la CEDEAO. Le communiqué a été lu par les autorités nigériennes. Justement, pourquoi le Niger ne sort pas seul, mais entraîne avec lui les 2 autres pays qui sont le Burkina Faso et le Mali? Comment expliquer cela? Non, mais madame, vous avez la réponse à cette question. Vous allez parler de l'AES. Oui, justement, oui, parce que vous voyez, ce qui se passe au Niger aujourd'hui,
aujourd'hui. C'est déjà passé avec le Mali, c'est déjà passé avec le Burkina Faso, mais à un degré un peu relativisé. Hein. Peut-être que ces deux pays ont eu plus de chance, mais ici avec Bazoum, parce que il a le teint clair peut-être, et on a corsé l'addition, on a voulu forcer proprement les choses pour qu'il puisse revenir au pouvoir. Donc vous comprenez que dans la foulée, ces pays se sont sentis comme les malheureux ou bien les indésirables. Et ils ont formé un club des indésirables pour dire, écoutez, comme on nous traite d'indésirables, nous avons de l'intelligence, nous avons la tête, nous avons un minimum de savoir-faire, nous allons essayer de faire quelque chose. Et dans la foulée, vous avez vu un peu au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait toutes sortes de forces en présence au Mali, malgré la présence de ces forces. Vous avez vu ce que le terrorisme faisait au Mali. Mais dans la foulée, avec l'organisation de ces pays, très rapidement, ils ont bouté les terroristes hors. Il a fallu que l'Algérie vienne en aide pour essayer de vouloir remettre en opération quelque chose de caduc, d'irréalisable. Parce que, en parlant naturellement des accords d'Alger, lesquels accords n'ont plus leur raison d'être parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des terroristes. Vous voyez un peu la donne. Donc vous comprenez que très rapidement, ces pays se sentent concernés et ils ont créé d'ailleurs un mouvement qui est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et au nom de l'Alliance des États du Sahel, tu touches au Mali, tu touches au Burkina, tu touches au Niger. Et donc le problème qui concerne le Niger concerne l'ensemble des trois pays. Justement, ces trois pays qui composent l'AES ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Justement, aujourd'hui, quel avenir alors pour la médiation mise en place pour tenter de trouver une issue à la crise nigérienne? Oui, je prends la question autrement pour dire, mais écoutez, comment Doucet pourra-t-il s'en sortir? Faudra-t-il pour le Togo un second ministre des Affaires étrangères pour mieux... Le Togo ne faisait pas seule partie de cette délégation. Et donc, c'est vous dire que le Togo a encore du travail. Le Togo a encore du pain sur la planche. Et c'est un sacerdoce. C'est une volonté de vouloir faire les choses. Le Togo ne le fait pas pour des prix, ne le fait pas pour des trophées. C'est un engagement moral vis-à-vis de tout pays africain, surtout d'un pays frère comme le Niger, d'un pays frère comme le Burkina Faso, d'un pays comme le Mali. Et même si demain ça arrivait avec le Bénin, pourquoi pas. Ne pensez pas que les coups d'État sont réservés pour les États du Sahel. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver dans tous les pays. Donc le Togo a cette volonté d'offrir des services pour d'autres pays et de teindre le feu là où il y a le feu. Et comme on le dit souvent, le proverbe africain qui dit, lorsque la case du voisin prend feu, il faut l'aider à éteindre ce feu. Cela veut dire le Niger se retire, mais tout n'est pas fini pour autant? Non, je ne pense pas que la porte soit fermée. D'ailleurs, parfois, il y a des situations qui sont à saluer. Parce que si le Niger n'avait pas tapé sur la table, vous avez vu un peu dans la foulée quelle a été la réaction de la CEDEAO. Justement, est-ce que vous voyez un moyen de pression sur la CEDEAO? Moyen de pression sur la CEDEAO faisait pression sur le Niger. Et donc, c'est comme si nous sommes dans une partie de ping-pong. Tu me tiens les couilles, je te tiens les couilles. OK? Et donc, vous comprenez que dans le cas d'espèce, il n'y a que le dialogue. Il n'y a que le dialogue, il n'y a que la négociation, il n'y a que la concertation. Et d'ailleurs, tel que la sortie de la CEDEAO prouve une panique au sein de l'institution. Parce que officiellement, quand vous lisez le communiqué, vous l'avez, moi je l'ai, le communiqué dit, officiellement, ils n'ont pas encore été notifiés. Mais du moment où vous n'êtes pas encore officiellement, vous n'avez pas été officiellement notifié, quelle réaction vous faites? Vous faites une réaction par rapport à quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà dans la panique. Vous comprenez, madame? Et donc, la CEDEAO est déjà dans la panique de voir ces trois pays-là quitter l'institution. Le départ de ces trois pays pourrait-il fragiliser l'organisation? Fragiliser, oui et non. Oui, en ce sens que, vous voyez, quand vous formez un groupe et qu'il y a des partis qui s'effritent, ça veut dire que ça dénote une certaine fragilité. Ça dénote un manque de sérieux. Parce que, il n'y a pas très longtemps, déjà en 2017, vous avez le Maroc qui voulait ou qui veut toujours adhérer à la CEDEAO. Et au même moment que vous avez trois gros pays qui quittent l'institution, ça veut dire que, attention, est-ce que l'institution-là, elle a encore son sérieux d'antan? Vous voyez? Et donc, cette situation qui se pose, ou ce qui se passe aujourd'hui, devrait permettre à la CEDEAO de mener des réflexions poussées pour voir, attention, on va vers quoi?
Mais quelque part, je peux dire aussi que la CEDEAO n'écoute pas. Elle n'écoute pas parce que nous avons eu à lancer des appels sur vos plateaux de New World TV pour dire attention, ce qui se passe, on va droit dans le mur. Okay? Donc ce qui fait que ce qui s'est passé hier dimanche, ce n'était pas une surprise pour moi parce que nous avons vu la chose venir. Il aurait fallu pour la CEDEAO de mener des réflexions pour dire attention, nous avions décidé de ceci, nous avions décidé de cela. Écoutez, par exemple, dès la libération du fils de Bazoum, c'est un pas positif. C'est un pas positif. Ok, la CEDEAO aussi devait faire un petit pas, un petit geste. Un petit geste pour dire, écoutez, vous avez bougé, nous aussi, nous allons bouger parce que nous voulons la paix, nous voulons la concertation, nous pensons au peuple nigérien qui, normalement, devait souffrir parce que quand on bloque tout, jusqu'aux produits de première nécessité, les produits pharmaceutiques, imaginez comment ce pays-là devrait s'en sortir. Et on dit qu'on pense à la CEDEAO des peuples. Non, on pense plutôt à la CEDEAO des chefs d'État. Et on se dit que voilà, maintenant, ils sont en syndicat là-bas, à Abuja. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent décider de ce qu'ils pensent. Peu importe ce qui arrive au peuple nigérien, un peu ce qui arrive au peuple de la CEDEAO. Et ça fait très mal. La situation reste tendue pour le moment entre les deux parties, mais à quoi s'attendre dans les prochains jours, notamment vis-à-vis de la médiation qui était en cours? Non, à quoi s'attendre, c'est que vous verrez, c'est Doucet qui n'aura plus le sommet, c'est Faure Gnassingbé qui n'aura plus le sommet, et donc la diplomatie togolaise va reprendre du travail. C'est des navettes nocturnes, discrètes et autres, Lomé-Niamey, Lomé-Bamako, Lomé-Ouaga, pour dire écoutez, ne nous faites pas ça s'il vous plaît, et regardez notre visage, prenez-nous comme la CEDEAO et revenez peut-être sur votre décision. Justement, qu'est-ce qu'il faut négocier après ces décisions? Le maintien de ces trois pays dans l'organisation ou valider leur départ au final, puisqu'il leur faudra encore une année pour partir définitivement. Il faudra une année pour que le principe, le processus soit purement acté. Mais pendant ce temps, s'il y a des actes positifs de part et d'autre, moi, je ne vois pas pourquoi on plaiderait pour le départ de ces trois pays. Plutôt, unis, nous sommes solidaires. Et solidaires, nous sommes plus forts. Et donc, je crois que le Togo n'a jamais souhaité la dislocation. Plutôt, le Togo est un pays qui a un principe de solidarité, de paix et d'unité, je crois. Merci beaucoup, Innocent Pato, d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci, Charlotte. Merci à vous également de nous avoir suivis.